effectivement, ça vaut le coup de prendre une photo. C'est le distributeur du film. Merci et bravo d'être venus aussi nombreux. On voit que c'est un film très attendu. Je ne sais pas quelles sont vos attentes. Je ne doute pas qu'après avoir vu le film, vous aurez beaucoup de choses à dire comme réaction, de questions à poser. Ça tombe bien parce que l'adversaire est avec nous ce soir. S'il veut bien nous rejoindre. Adversaire. Alors peut-être qu'il ne faut pas en dire trop sur ce film avant de le voir. Je pense que vous savez à peu près de quoi il retourne, mais peut-être que ce n'est pas là encore ce à quoi vous vous attendez. Mais Albert, est-ce que vous voulez dire quelques mots avant qu'on voit le film? Remercier à tous pour être ici ce soir. Je suis très content. Aussi évidemment les distributeurs pour distribuer les films, les producteurs qui ont aidé à les financer. Et bon, vous verrez le dernier film, c'est un peu modeste, c'est simplement un documentaire. Je voudrais dire que j'ai jamais parlé avec les acteurs, j'ai rien dit, j'ai presque rien fait. Mais quand même, finalement, je ne sais pas pourquoi, des petits choix ici et là, on va discuter après, on crée une espèce de monde à part. Peut-être ce monde à part, c'est déjà dans la réalité, mais le cinéma a arrivé à les faire, à l'amplifier, à les styliser, à les, je ne sais pas si les rendre plus complexes, mais au moins de les rendre plus riches, plus fascinants, plus intéressants. C'était un peu mon idée depuis le début, placer les caméras. Moi, j'avais rien à dire sur la corrida. Évidemment, on pensait qu'il y avait du point de vue plastique quelque chose de déjà intéressant. D'abord, évidemment, pour le côté violent, etc. Mais bon, plastiquement, les costumes, la sang, je ne sais pas, qu'il y avait toujours des moments tendus. La base, les matériels, aussi, parce que c'était dans un petit moment crépusculaire, ça rappelait un peu les sujets que j'avais traités avant, les crépuscles, comme dire, les héros, la cour, la hiérarchie, l'injustice, la beauté de l'injustice, l'injustice de la beauté. Bon, un petit peu par hasard, tous les sujets qui étaient déjà dans mes films précédents. Et, comment dire, j'étais là très attentif, très innocent, comme toujours. Et après, avec tout ce matériel, très malin. Dans le sens très honnête, parce que dès que tu fais un documentaire, évidemment, il y a un petit peu en forme de respect pour les gens qui ont permis que le film existe, dans ce cas, sur les acteurs ou les gens qui sont en face de la caméra. Mais en même temps, quand ça se garantit, il faut faire un film. Il faut faire de l'arbitraire. Il faut faire une construction artificielle qui justifie que vous êtes ici ce soir. Ce n'est pas la corrida, c'est le film qui vous amène et j'espère que, surtout dans les grands écrans, où toute la richesse, tous les petits détails, toute la complexité des choses qui sont ensemble, qu'on ne peut pas séparer, qui crée une impression assez, comment dire, perturbateur, non? Perturbatrice ou perturbante. Là, il y a une pure expérience cinéma. Je me souviens qu'à la fin du festival de New York, il est venu une femme me féliciter, ça a été extraordinaire, une grande expérience, j'étais complètement touché, bouleversé pour ça, etc. Et elle me dit, parce que vous savez, je suis vegan. Et elle dit, mais bon, ça ne pêche pas, ça a été extraordinaire, ça a été vraiment, ça m'a touché, ça m'a ému, ça m'a rendu, je me suis rendu, disais, au charme du film, à tout ce monde, etc. Parce que je pense finalement, vous m'avez corrompu. Et je pense que, si je réfléchis après, que le cinéma devrait nous corrompre, permanemment, en permanence. Il devrait vraiment nous faire vivre dans l'altérité totale, dans une monde à part, jusqu'au point, parce que c'est tellement intense, tellement complexe, tellement éloigné de la vie quotidienne, de l'anesthésie de la vie quotidienne, qu'on peut malgré tout arriver à la fin d'un film à aimer ce qu'on détestait avant. Ça, c'est le pouvoir, ou à l'inverse. On pouvait arriver à détester ce qu'on aimait avant. Parce que c'est ça, c'est le cinéma, c'est l'expérience que je pense vous allez
vivre, parce que c'est aussi ça. Vivre et sentir, c'est pas que regarder et tu sais, c'est pas que simplement réfléchir. Il y a un impact physique dans les films qu'on l'avait un peu prévu, non? Parce qu'on nous oblige toujours à écouter des choses, entendre des dialogues et des problèmes et tout ça. Là, il n'y a pas ni de problèmes, ni de dialogues, ni de rien. Il y a ça, le cinéma, et finalement, c'est l'expérience. Alors, je serai là pour vérifier qu'est-ce que ça donnait. Mais en tout cas, en projection, vous vous rappellerez de moi. Voilà, bonne correction et à tout à l'heure. Bonsoir, Albert Serra. Alors, voilà, j'aurais peut-être 2-3 questions à poser à Albert Serra. Faites-nous signe, il y a des micros qui vont circuler dans la salle, même si avec les projecteurs, je ne sais pas si je vous verrai très bien. Albert Serra, on peut peut-être quand même retourner aux origines de ce film. Je crois que vous n'êtes pas, puisque la question se pose parfois, et s'est posée encore tout à l'heure devant la salle, vous n'êtes pas un aficionado particulier de la corrida. En revanche, vous avez beaucoup lu de textes sur la corrida. Qu'est-ce que vous cherchiez dans ces textes-là, avant même peut-être de faire ce film? Bon, c'était un sujet qui était quand même c'était un sujet qui était quand même dans l'imaginaire, à moins des gens qui sont de ma génération, parce que c'était tout le temps dans la télé, ça avait attiré l'intérêt de beaucoup d'artistes du passé, surtout au début du XXe siècle, ou à la moitié du XXe siècle, et c'était toujours là. Après, évidemment, il y avait de la littérature, comme il n'y a plus dans les journaux, etc., espagnols, mais aussi pas mal de théoriciennes, des théories déjà plus extravagantes et dangereuses, de philosophes français, Georges Bataille, Michel Léris, etc. Et c'était un sujet qui était toujours là, même si je suis allé quand j'étais petite à la corrida beaucoup de fois, pas beaucoup de fois, mais peut-être, je ne sais pas, 10-12 fois, mais dans des années de troisième catégorie. Et après, toute ma vie, je ne suis jamais retourné. Mais le sujet, c'était là. Et moi, j'adorais ça parce que, comme le cinéma en général, tu sais, moi, j'ai appris beaucoup de choses en lisant sur le cinéma. Parfois, je n'ai pas de temps, je n'ai pas envie de regarder les films, je l'avais déjà fait beaucoup avant. Et maintenant, ça doit être quelque chose de vraiment intéressant qui doit m'apporter quelque chose au niveau du cinéma contemporain, des gens qui font des choses que je pense qui sont originales, etc. Sinon, je continue à lire, je suis un peu au courant grâce à ça, à la lettre, à la littérature. Et là aussi. Mais je ne sais pas, il n'y avait pas de raison spéciale pour faire ce film. C'était surtout un ami qui poussait, qui disait il faut que tu fasses un documentaire avec nous, parce que il gérait un master en documentaire créatif dans l'université de Barcelone, et je lui disais non, je ne sais pas, je n'ai pas envie de faire un documentaire, je ne sais pas de quoi est le sujet. Et finalement, des années après, je me suis dit, peut-être il y a un sujet qui est pas mal, qui est violent, qui n'est pas évident, parce que moi j'ai adoré des documentaristes, je ne sais pas, chinois, russes, saoudiens par exemple, j'étais l'un des premiers à les découvrir, à les défendre. Alors, je ne sais pas, il y a des gens qui vraiment se jouent la vie et la carrière en faisant un documentaire dans des pays avec des sujets très forts, très importants. Et moi, je ne voulais pas là, faire un documentaire qui soit, tu sais, à côté de ça. Évidemment, ça, c'est pas les mêmes histoires, qui sont en prison, beaucoup, non? Et pour moi, ça ne savait pas, si ça n'avait pas un petit peu de, comment dire, c'est pas un petit peu de niveau, un niveau un sujet intéressant, un peu profond, un peu visuellement intéressant, je ne voulais pas le faire. Et là, on va voir qu'est-ce que ça donne. Évidemment, c'était un peu risqué parce que tu dis, on va voir qu'est-ce que ça donne. Il y a déjà en production, 1 million d'euros, finalement, tu vas rendre un film. Et on était très proche parfois de penser, on n'aura pas de film. C'est pas si intéressant que ça, surtout parce qu'on avait tourné plusieurs toreros au début. Il y avait des autres toreros qui n'étaient pas si intéressants. Et ce type, il était vraiment mystérieux, photogénique, étrange. C'était une présence comme un ange. Et là, on disait, il y a quelque chose. Et évidemment,
petit à petit, on a découvert beaucoup de couches dans les films. Par exemple, les sons et les conversations, on les avait enregistrés, mais avec le microphone sans fil, mais on n'avait jamais entendu jusqu'au moment où on commençait à monter le film. On ne savait rien qu'il y avait toute cette couche de phrases complètement délirantes et grotesques, non? Et aussi visionnaires parfois, les grotesques, les ridicules à côté du visionnaire, un peu plus troublant. Et tout ça, on l'a découvert après. Et je me suis dit, on est un peu sauvés quand même. Parce que c'est intéressant, mélanger ça avec le côté conceptuel, non, de la mise en scène, le côté plastique, etc. Mais ça, on est vraiment traversé pour cette vie réelle qui rappelait un peu l'ambiance du début du XXe siècle espagnol, avec des personnages pittoresques, de la poésie populaire. Non, ça a l'air qu'ils sont des jeunes un peu qui ont été conservés en formol. Qui sont sortis, les pittoresques dans les meilleurs sens. Et on a découvert ça. Moi, j'ai senti que c'était intéressant, mais pas jusqu'à. Non, quand on était là en train de tourner. Et moi, j'ai des amis bien, mais. Bon, tu es loin, tu comprends rien. Tu ne sais pas exactement. Non, scientifiquement, tu ne sais pas si ça aura la haute qualité pour un film. Mais bon, on était chanceux. Vos choix de mise en scène, ce choix de resserrer sur ce qui se passe entre le taureau et celui qui le taurait, ça s'est trouvé tout de suite, d'évacuer complètement le public, d'évacuer complètement tout ce qu'il peut y avoir de folklorique dans la corrida. Pas tout de suite, mais assez tôt. Parce que déjà envoyer le public, et le public, ça c'était rien. C'était toujours des jeunes absurdes. Et les images, c'était pas intéressant. Mais, non, plus on s'est rapproché à l'intimité du torero dans l'arène, plus intéressant ça devenait. Et plus, du point de vue plastique aussi, plus violent. Et je sais pas, il y avait c'est presque une espèce d'addiction. C'est ça qui fait un peu la violence, parce que même les opérateurs caméra, chaque fois qu'il y avait la mort du taureau, quand ils ont commencé à voir que c'était intéressant, que c'était beau, mélancolique, poétique, etc., là, ils voulaient tout le temps tourner ça. Parce que, je sais pas, il y avait une poésie, cette poésie un peu de la beauté dans l'horreur, non? La beauté dans des moments un peu qui ne sont pas canoniques. Et ça, oui, on a trouvé petit à petit des moments et on a compris que dans cette tension extrême, dans la proximité, dans l'intimité extrême entre le torero et le torero, il y avait le noyau, le cœur de la corrida, ce qui rapproche tous les toreros. Après, il y a des aficionados qui nous disaient on voit jamais qu'est-ce qu'il fait les toreros et tout ça. Et quoi? Moi, je me fous de ça. C'est pas mon problème. Je fais les images que je veux, parce que je suis obligé à. Ça, non? C'est une mise en scène qui va contre deux mises en scène, qui va contre la mise en scène théâtrale de la corrida, qui est faite pour être vue en plan très large, quand on est tout en haut de l'arène, mais aussi une autre mise en scène qui est celle de la télévision, qui a ses places attitrées, et vous êtes allé ailleurs. Oui, parce qu'on avait cette possibilité d'avoir le microphone sans fil, on avait, les talents et la créativité, ça c'était l'obsession pour les opérateurs, parce qu'ils ne sont pas là pour capter la réalité. Ça, c'est comme vous disiez, la télé le fait déjà. Ils sont là pour créer des images cinéma. Et moi, je mettais beaucoup de pression aux opérateurs. Tu sais, je veux des images au cinéma, je ne veux pas là, tu sais, qui me montraient ce qui se passe. Non, ça ne m'intéresse pas. Et en plus, ça n'a pas de l'énergie, ça n'a pas de l'intensité, toutes ces images. Et finalement, évidemment, petit à petit, on a commencé à trouver des images intéressantes, des plans serrés, aussi des images poétiques qu'on ne comprenait pas exactement qu'est-ce que c'était. Quand les taureaux regardent la caméra, par hasard, il est dans l'axe d'une caméra, il est tout, sans se bouger, tout ça, il regarde la caméra. Il dit, c'est un peu perturbateur, c'est un peu prémonitoire, aussi mélancolique. Ou quand on tournait la caméra, il n'y avait que le sable, le taureau et le torero. On ne voit même pas la barrière, on ne voit même pas rien au fond, que de sable. C'est comme si on était dans un désert il y a 2000 ans. C'était un côté atavique, un côté. Toutes c'était des images un peu poétiques. Et évidemment, pour filmer la corrida, c'est surtout le visage de lui, le visage du taureau, la sang. C'est des éléments que, ça crée une grammaire et
que paradoxalement, même si c'était assez fragmenté, c'est-à-dire comme sont des plans serrés, on pourrait avoir la sensation que c'est un peu abstrait, fragmenté. Mais paradoxalement, ça arrivait à unir tous les éléments d'une façon plus harmonieuse. Et ça, c'était une obsession au début, parce que tu dis, oh, tu fais un documentaire, tu vas être légèrement respectueux quand même. Sinon, tu fais un film fiction. Non? Si tu veux faire ce que tu veux sans avoir aucun respect pour les sujets, bon, tu fais un film fiction. Enfin, ce que vous dites, ça s'applique quand même à beaucoup de vos fictions. Parce que la manière dont vous filmez vos acteurs, vos personnages, en tout cas, c'est pas très loin de ce que vous dites. Il y a un respect de ce qu'ils sont et vous étiez déjà dans une grammaire assez proche du documentaire. Ouais, mais il faut être incisif après. Il faut, comme dire, les toreros, j'ai fait tout un entretien sur cette idée, mais il était très fâché, tu sais, très fâché sur le résultat, parce que, bon, d'abord il disait qu'il y avait trop de violence, ce qui est assez ironique. Après, il disait qu'il manquait de triomphe. Non, il est le numéro 1, il voulait voir des triomphes, ce qui n'était pas sa faute, non plus la mienne, parce que dans bon, je pensais avoir triomphé plus, je ne sais pas, les jours que j'étais là, il y avait ce qu'il y a là, je ne sais pas, non, mais quand même, malgré ça, il trouvait qu'il y avait quelque chose qui, je ne sais pas, qui était trop, qui ne reflétait pas exactement ce qu'il sentait, ou l'image qu'il voulait projeter sur ce qu'il sentait. Mais en même temps, il était un être très paradoxal parce que il nous avait donné avant tout l'accès possible. C'était incroyable, j'avais parlé trois phrases avec lui, 4 phrases. Il a dit oui, et on a fait tout ce qu'on a voulu, toujours. Évidemment, dans la chambre, c'était un peu plus délicat, et c'est son assistant qui nous disait, bon, il faisait un signe, on entrait, on trouvait ce qu'il y avait là, on plaçait 2 caméras, et l'assistant nous disait out, non, dehors, on partait. Et on devait se débrouiller d'une façon très rapide. Mais même avec ça, on a fait beaucoup d'efforts. Il était là, complètement nous, il s'en foutait complètement. Bon, il ne s'en foutait pas parce qu'il était tellement concentré dans une autre question que notre présence, c'était même inexistant, non, pour lui. C'était assez étrange, vraiment. Même dans la voiture, la caméra, il était à 40 cm de son nez. Et là, les autres aussi, je ne sais pas, ils sont tellement obsédés avec ce qu'ils font, non, avec évidemment la corrida, la peur, non, la pression aussi artistique du public, tout est tellement tendu intérieurement. Après, les scènes sont là, surtout lui, il est un peu comme introspectif, toujours souverain, non, avec une espèce de souveraineté, de contrôle sur ce qu'il fait, de la dramaturgie, de la liturgie. On n'est pas loin de la cour de Versailles dans la mort de Victor. Un peu. Moi j'aimais ça, parce que c'est grotesque, sinon sans ça, ça serait ennuyeux. Mais c'est ça qui rend les images étonnantes parfois. Tu vois, dans la voiture, il y a un type qui pleure à droite. Non? L'autre qui est hiératique, le torero, et l'autre qui dit des bêtises l'un après l'autre. Que c'était surhumain, que c'était je ne sais pas quoi, que tout le monde, avec quelle vérité il y a tué les deux roses? Vérité pleine. Non, tu dis vérité pleine, ça veut dire exactement quoi ça? Non, parce que tu vas tuer un taureau, ok, tu le tues, tu as pressé l'épée dans les bons lieux, le taureau a tombé rapidement, tu l'as bien tué. Mais où est le côté plein, la plénitude ici, c'est. Non, il dit, avec quelle vérité tu as tué les deux? Vérité pleine. Ça veut dire quoi, vérité pleine dans ces cas-là? C'est où, là? C'est cette espèce de poésie populaire qui est à côté, évidemment, les couilles, oui, qui les répète 50 000 fois. Non? À côté de ça, mais non, des phrases qui sont visionnaires. C'est pas, la vie ne vale nada, non? Là, on a traduit, la vie ne pèse rien. Parce qu'elle dit ça, il faut mépriser la vie, il faut la jeter, il faut la. Tu sais, la vie n'a aucune importance. Il y a des choses plus importantes que la vie. Tu sais, c'est ça qu'il veut dire. Moi, ça m'a fait penser à un slogan fameux et atroce des phalanges franquistes qui disait Viva la muerte. Oui, Viva la muerte, non? Fernando ici a fait un film qui
qui se titule La vie ou la muerte. C'est un peu ce mépris pour la vie, parce qu'on pense qu'il y a des choses plus importantes que la vie. C'est assez intéressant. Et pour eux, le plus important, c'est toréer. Et de se confronter avec les taureaux. Ça, c'est plus important que la vie. La conservation de la vie, ce n'est pas en valeur en soi. Et là, tu sais, on commence à... Oh, il dit, quand il lève les mains, c'est ça c'est le prix. Il dit, ça c'est le prix qu'il faut payer. À côté, évidemment, des choses délirantes. Là, quand il a dit, j'étais très chanceux, j'ai eu beaucoup de chance, quand il est gravement blessé, la troisième fois, il voit son impresario, il touche comme ça, il lui dit, j'ai eu beaucoup de chance. Et lui dit, l'impresario dit, et tu l'auras toujours. Tu l'auras toujours, je répète une fois, parce que tu la mérites. Tu sais, moi je la mérite aussi. Je ne sais pas. Mais ça, c'est sa logique. Ou quand il dit, je ne sais pas, il dit qu'on est en train de l'achever, et l'autre lui dit, fais attention, ne touche pas la sang, parce qu'il a été tellement fils de pute qu'il va encore te contaminer, je ne sais pas qu'il dit. Moi, ça m'a beaucoup surpris ça. Je pensais qu'il y avait plus de respect pour le taureau. Il est insulté sans cesse. Et c'est l'ennemi, c'est le criminel, c'est le fils de pute, comme vous dites. C'est un peu un hasard, parce que c'est vrai que là, comment dire, c'est une question technique. Lui, il est très grand, le torero. C'est 1m88, pardon. 1m88. Alors, on avait tourné dans des années où le taureau est légèrement plus petit. Et à l'image, ça ne marchait pas. C'était disproportionné un peu. Avec les autres toreros qui sont un peu plus petits, ça marchait très bien. Mais avec lui, la même image, non. Il était trop grand par rapport au taureau. Alors on était obligé d'utiliser les images dans les grandes arènes, ou les grands jours de pression, où le taureau est plus grand. Et les grandes arènes avec le taureau, c'est un taureau plus grand, plus dangereux, plus difficile. Alors, le triomphe ou le succès, c'est pas évident. Et c'est pour ça que là, par hasard, ils n'ont jamais trouvé vraiment un taureau noble, non, de son point de vue, noble, qui permettait vraiment au taureau de s'exprimer, non, de créer cette harmonie, cette belle harmonie avec le mouvement du taureau, non, cette domination, soumission progressive à travers de petites gestes, non, à partir de petits gestes très délicats, à partir de sa sensibilité, non, et de dominer cette brutalité presque avec rien, non, avec cette autorité de la beauté du geste. Et là, ça arrivait pas souvent dans les corridas qu'on avait tournées. C'est vrai que si la corrida ça se passe un peu plus, c'est mieux, non, le taureau est plus, je sais pas, c'est plus convaincant pour eux, au niveau artistique, ils sont plus respectueux. Mais là, c'est vrai que comme ça peut arriver, bon, c'est le cœur de la corrida, c'est un combat. Tu sais, c'est un combat de proximité des corps, très très proche. Avec évidemment tout ce côté flamboyant, des costumes, des difficultés, des liturgies, c'est un rituel. Non, il n'y a qu'une, comme dire, c'est pas créé, c'est répétitif, c'est un rituel, c'est vraiment. Il y a une après l'autre, le film on a essayé de reproduire les structures du rituel, c'est pour ça que le film c'est aussi répétitif. Parce que, non, tu rentres avec la répétition, tu rentres dedans. Il n'y a rien à comprendre en fait. Tu sais, il y a beaucoup de choses à sentir, c'est pour ça que j'ai dit ça au début, qu'on voulait qu'il y avait un impact physique. Et élever le public du film, c'était un peu parce que le public du cinéma devient le public de l'arène. Et il faut trouver pour eux une sensation équivalente à la sensation qu'on a dans l'arène. Ce qui n'est pas facile, parce que si tu vois, comme tu disais, toutes les retransmissions de télé ou tous les films qu'ils ont fait avant, tu ne sens rien. C'est très plat. Et là, peut-être, on ne touche pas tout de la corrida, mais l'essentiel, oui. Et c'est ça qui était important. Alors, le public de la corrida de ce soir, il est là. Non, parce que j'en ai marre
de ça. On a fait des projections, il y a toujours des aficionados et ils monopolisent toute la conversation. Non, je ne parlais pas des publics de corrida, je parle du public du film, il est là. Donc, est-ce que quelqu'un a une réaction, une question à poser alors, voilà, ici, au milieu. Levez à nouveau votre main, parce qu'on ne vous a pas vu. Voilà, on vous apporte un micro. Non, alors c'était plus haut, c'est monsieur avec des lunettes qui lève le bras là. Mais vous, alors, ça sera vous et vous après. Voilà. Bravo pour ce film d'abord qui était absolument magnifique et je crois que c'est effectivement la seule façon dont on peut filmer la corrida, c'est effectivement par un documentaire, une force incroyable. Je voulais juste savoir, en revenir à l'origine, quand vous avez choisi Rocaré, effectivement tous les peuples autour de lui font le côté tout, j'allais dire shakespearien du truc, tout le côté comique, un peu exagéré, baroque. Est-ce que vous avez essayé ou tenté en tout cas par Salvador Wix peut-être de filmer José Thomas, un personnage plus charismatique? Enfin bon, c'est juste une question, puis une question beaucoup plus ancienne qui n'a rien à voir. J'aurais voulu savoir si, quand vous avez tourné au nord de Cavallisteria, si vous avez fait autant de rush que les derniers films à l'époque. Non, évidemment, le rush, maintenant, avec plus de caméras, là, c'est compliqué. Il y avait presque 800 heures de rush, là. C'était beaucoup, on a passé, bon, c'était très dur avec le montage, des mois et des mois. Non, avant, il n'y avait pas ça, c'était un peu, il y avait déjà beaucoup de rushes, mais on parlait dans 500. Et non, ça. Combien d'heures pour celui-là? Presque 800. Et là, pardon, excusez-moi, je voulais vous féliciter pour Odor de Cavallisteria, qui pour moi est un des films les plus marquants que j'ai vu de ces 30 dernières années, parce que je crois que vous êtes le seul qui est arrivé à faire un film sur Don Quichotte. Tout le monde a échoué, même Orson Welles, il n'y a que vous qui êtes arrivé en l'abordant d'une autre manière. Bon, merci. Et par rapport à José Thomas, non, il ne se laisse pas filmer, alors c'était absolument. Vous aviez essayé ou pas, non? Non. Moi, j'étais vous l'aviez demandé, je veux dire. Oui, je suis un très bon ami de son impresario, il est dans le même village que moi. Mais bon, on savait déjà la réponse. Ça n'avait pas de sens. Alors, il y avait des questions là-bas. Monsieur au milieu avec des lunettes et un col rouge, et après, ce sera à vous devant. Oui, bonsoir. L'Espagne, c'est souvent le pays où il y a plus de toreros dans le monde, c'est certain. Qu'est-ce qui a fait, pourquoi est-ce que vous avez choisi un torero péruvien pour votre film? Non, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit péruvien. C'est surtout son visage. Je ne sais pas, son attitude, son photogénie dans un sens un peu dire, spirituel, dans une certaine ampleur. Je trouvais que dans la caméra, il était intéressant et surtout qu'il avait un côté moderne. Et que ça faisait un contraste avec les côtés plus, comment dire, ataviques de la corrida, avec tout. Et ça pourrait générer, comment dire, des images plus originales. Et évidemment, j'ai parlé avec lui, je ne savais pas. Ça, c'est intéressant, on en parlait ce matin, parce que ça, c'est ce qui est intéressant dans le documentaire. Toi, tu vas là et tu ne sais rien. Moi, j'ai parlé 3 phrases avec lui. Et après, et tu vois que le type il est en train de faire la corrida. Il est très violent. Non, c'est une activité très violente, une pratique très violente. Et tu vois, comme in tous les taureaux, tout ça. Et petit à petit, tu peux découvrir. Et tu peux trouver, par exemple, que lui, du point de vue humain, une personne méchante, une personne désagréable, une personne, je ne sais pas, arrogante, je ne sais pas quoi. Ou le contraire, tu peux découvrir que la même personne, par hasard, c'est une très bonne personne. Tu sais, ou que c'est très sympa, ou très, comment dire, très modeste, très humble. Alors, ça change tout de la perception. Parce que surtout quand il y a la violence, tu sais, c'est pas la même chose de voir, du point de vue humain, quelqu'un qui est adorable ou quelqu'un qui est vraiment méprisable. Tu fais exactement la même activité, très violente. Et là, on ne savait pas. Et d'une certaine façon, moi j'adorais ce mystère. C'est pour ça que j'ai placé la caméra, parce que, tu sais, je savais qu'il y aurait dans les images, seulement pour voir ça, tu sais, ça change tellement la perception de ce que tu vas montrer dans les films finis, que bon, j'étais curieux, très curieux, de façon innocente. Hein?
vraiment. Et là, c'était vraiment un jeu moral presque. Ça ne dit rien de la corrida, parce que tu peux trouver un méchant ou tu peux trouver quelqu'un sympa. Ça dit complètement rien. C'est la même corrida, c'est le même spectacle, c'est le même. Mais les images, oui, ça dit beaucoup de choses. Et moi, je suis habitué à regarder les images. Je regarde vraiment les images. Moi, je n'ai aucune idée. Je n'ai rien à dire. Et j'ai fait vraiment confiance à les images. Les gens ne regardent pas. Aujourd'hui, on en parlait aussi ce matin. Les gens regardent une image et automatiquement, ils le transforment en un scénario dans sa tête. Ils n'arrivent même pas. Déjà, c'est. Non, ils prennent l'idée, comme ils sont tellement habitués à des images qui sont rien à regarder, non, que c'est pas un dialogue ou je sais pas quoi. Et là, non. Tu sais, par exemple, quand il y a un contraste très fort entre l'image, ce qu'il dit, et la façon de le dire. Par exemple, quand il dit tout ça, tu es sur l'humain, au sommet, les couilles, je ne sais pas. Mais la façon comme il le dit, si tu regardes attentivement le visage, c'est moins grotesque. Tu sais, il dit des phrases grotesques, mais le visage, non. Bon, il faut compter que la plupart des assistants non, des quadrilles, 90%, ce sont des toreros frustrés. C'est-à-dire qu'il sait non, la difficulté, ce qu'on a besoin au niveau de courage, de concentration, de discipline, de talent, de détermination, etc., pour arriver à être matador. Alors, d'accord, il fait des phrases grotesques, mais son visage n'est pas grotesque. En fait, à l'avant-dernière corrida, quand il sort, non, c'est à Séville, quand il sort de l'arène, pas la dernière, l'avant-dernière, il y a un plan de quelqu'un qui le regarde, je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez remarqué, l'une de la quadrille, qui le regarde avec un visage d'admiration et de dévotion totale. C'est le meilleur plan du film, d'ailleurs. C'est incroyable. Alors, il dit, bon, ces sites sont grotesques ou pas, ou ça se passe quoi là? Non, c'est très. Pour moi, il y avait. Je ne sais pas, quand le type il est en train de pleurer, non? Dans la voiture. Et tu dis, pourquoi il pleure? C'est quoi qui lui arrive? Parce que l'autre est en train de dire des bêtises. Qu'est-ce qui lui arrive? Non, et moi je vois ça et je me pose cette question. Moi, je ne veux rien savoir, je n'ai aucune idée. Ça ne se traduit pas dans une idée, en moi. Ça se traduit comme des questions, comme. Non, on va observer plus pourquoi. On va voir si on trouve un petit détail, pourquoi il pleure, ou s'il dit quelque chose, si on va. Non, qu'est-ce qui lui arrive? Tu ne vas jamais comprendre parce que tout est tellement fou et hermétique que tu ne vas jamais savoir. Mais je commence à me poser des hypothèses. Je dis, peut-être il s'est effondré, peut-être un peu plus, peut-être il a peur, il est encore là, il pense que l'autre, non, il est blessé, je ne sais pas, il est encore. Non, il souffre pour l'autre, non? Parfois, non, peut-être, je ne sais pas, il pense qu'il n'a pas tout fait pour le sauver. Il est dit après, il dit, j'ai quelle impotence, je ne sais pas quoi, non, je l'ai vu là. Bon, et ce sont des images. Et ce sont des images qui sont presque impensables pour un scénariste. C'est pour ça aussi que ça ne peut pas être fait en fiction, parce qu'on ne peut pas simuler cette activité, non? Parce que la pression et tout ça, c'est impossible de simuler. Mais en même temps, c'est impossible d'imaginer de zéro. C'est sûr. Quel scénariste pourrait imaginer un scénario comme ça? Non? Qui mélangerait tellement d'atmosphères diverses, certaines stupides, certaines transcendantes, certaines, je ne sais pas, émouvantes du point de vue humain, et tout en même temps, et tout mélangé. C'est impossible qu'un scénariste de zéro puisse arriver à faire ça. Simplement les scènes que j'ai citées avant dans la voiture. Une est en train de pleurer, l'autre là, hermétique, je ne sais pas, et tout plastiquement comme si c'était une peinture christique. Non, c'est Jésus-Christ et les apôtres derrière. Et l'autre est en train de dire, tu es sous-humain, et tu es queen, et je ne sais pas quoi. C'est impossible pour un scénariste d'imaginer ça. Alors, c'est un documentaire qui va nous donner. Parce que
Ce sont des moments extraordinaires dans la vie, et c'est l'Espagne presque qui peut donner ça. Parce qu'ils sont des fanatiques. Non, vraiment, c'est le fanatisme. Et tu le vois, non, ça c'est les prix, la vie dans le nada, ils y croient. Et ce côté fanatique, c'est encore vivant. À l'époque de l'homogénéisation, de la standardisation, tout le monde est le même, tout le monde parle de la même façon, tout ça, tout le monde veut aller au même resto, tout le monde veut, je ne sais pas, aller en vacances au même lieu, je ne sais pas quoi. Là, non, c'est gênant. Non, ils sont là avec ce fanatisme, cette liturgie délirante et violente. En même temps, c'est beau. Parce que quand on voyait, nous, les taureaux, non, en train de mourir, il y avait une émotion. En fait, dans aucun film, les taureaux n'avaient jamais singularisé jusqu'à ce point-là. Non, chaque taureau, les regards, disait, c'est calme pour les filmer, etc. Évidemment, ça restera, ça ne sera jamais humain. Mais c'est vrai qu'il y a un processus d'animalisation du taureau, non, avec cette forme plus violente, avec la bouche, avec, non, et l'autre, le taureau qui devient plus humain, parce qu'il y a une espèce d'innocence et de dignité, d'une certaine façon, même s'il est criminel, selon finalement. Mais je ne sais pas, ça devient, et c'est très beau parce que c'est la vie et la mort. Non, quand il est mort, on le voit très lentement, non, que la vie lui échappe, que la vie s'en va, que la vie l'abandonne, et ça dure 30 secondes. Et après, évidemment, il est mort et c'est de la chair. C'est 540 ou 550 kilos de chair. Rien d'autre, il se remporte comme ça par terre. Comme nous, non, quand nous sommes morts, non, tu es vivant, tu étais lucide, après tu es mort et tu es chair. Non, on va s'emporter comme ça. On devrait le faire, non? Moi, je le fais. Dans les hôpitaux et tout ça, on devrait. Il y a quelqu'un qui s'est approché très près de ça, c'est Frédéric Weisman dans Near Death. C'est une anecdote très belle avec Frédéric Weisman, parce que quand j'ai proposé producteur à Madrid, je suis producteur de film, c'est une coproduction avec une autre personne, et on était à Madrid, on était avec Weisman, on faisait un dîner, parce que moi je faisais un cours là, et lui il le faisait le lendemain. Et par hasard, on était les trois en train de dîner. Et on commençait à parler de ça, et de la possibilité réellement de faire le film. J'ai raconté l'idée, voilà, et le producteur était enthousiasmé. Et Weisman, bon, écoutez, c'était pas là. Et moi, je me bats, parce que je devais partir, et lui, il reste. Et Weisman, il dit au producteur, écoute, si ce type ne le fait pas, je le fais moi. Alors, bon, après, on a eu une session, moi j'ai beaucoup de respect pour Weisman et tous les films, et surtout, bon, tout ça pensé, il y a une interview à The Paris Review, la revue américaine, qui est complètement extraordinaire. C'est peut-être la meilleure interview que j'ai jamais lue avec un réalisateur d'aucun genre, époque, où c'est vraiment extraordinaire. Elle raconte beaucoup de sa méthode, sa méthodologie. Mais c'est difficile à expliquer ça. Mais avec l'autre monteur, précisément pour nous éloigner de cette idée de Weisman qu'on adore comme réalisateur, tous les films, toujours, tu sais, on adore. Mais nous, pour se comprendre entre nous, parce qu'on était deux monteurs, non? Et certains plans, je ne pourrais pas dire exactement le pourquoi, mais ils donnaient une certaine sensation, je ne sais pas, si explicative, je ne sais pas quoi. On disait, non, ça c'est Weisman. Et une fois qu'on disait ça, on ne pouvait pas récupérer le plan. Hein. C'était déjà, on avait fait un croix maudit, et les plans, on ne pouvait jamais les regarder de la même façon. Et ce n'est pas méprisant, hein. C'est pour se comprendre, c'est-à-dire, c'est très bien, mais ce n'est pas pour nous, ça. Ce n'est pas pour ce film. Et je ne sais pas, et comme ça, on a fait le film qu'on a fait. Parce que là, essayé de jamais se séparer de ces principes. C'était intéressant, ça. Bon, ça serait intéressant de voir les films qu'on rejetait pour cette raison, mais bon, ça serait très long. Alors, il y avait monsieur deux rangs en dessous. Ah, ben oui, non, mais monsieur attend depuis tout à l'heure. Bon, alors, ça sera en haut, et après, promis, c'est à vous, deux rangs en dessous de la personne qui vient de poser une question. Allez-y. Alors, bonsoir à tous. Merci déjà pour ce film.
Moi j'ai une petite question dans cette catharsis, cet art de magnifier la violence et la mort. Pour moi la musique est très présente normalement, toujours ce que j'ai vu dans des documentaires, etc. Je trouve que les scènes là sont assez silencieuses, ou du moins c'est beaucoup de paroles. Est-ce que c'est un choix, et si oui, pourquoi? Non, je ne sais pas. Exactement, non. C'était tellement sombre tout ce qu'on voyait. Après, il s'est dit, on va mettre de la musique. Et on a commencé avec ça, les clichés. Tu sais, c'est tout cliché, c'est les Sibelius, les vases tristes, et à la fin, c'était détruit, mais c'est les chansons, le carnaval des animaux, c'est des clichés, je ne sais pas. Moi, j'ai comme, je ne sais pas, peut-être 4000 ou 5000 séries de musique classique. Et après, on s'est dit, bon, maintenant, on y va au sérieux. Non? Et je commence à faire des recherches, je commence à changer la musique. Les Sibelius, on met une autre musique, une autre, aussi à la fin. La chanson de Jefferson Airplane, non, ça, on aimait depuis le début, on pensait que c'était parfait. Parce qu'on voulait qu'ils soient un peu lumineux, tu sais, on pensait là, des psychopathes tout le temps en train de tuer des taureaux. Non, bon, on va se relâcher un peu quand même. Et on voulait mettre. Et on a essayé tous les genres de musique, évidemment beaucoup plus obscurs, beaucoup plus intéressants en soi-même, mais finalement, on ne pouvait pas oublier les clichés et on est resté avec ces clichés. Je pense qu'il y a des éléments assez originaux dans les films pour supporter ces deux choix. Mais c'était pour donner un peu de soulagement, simplement. Monsieur. Oui, bonsoir. Je suis venu ce soir sans beaucoup savoir sur le film. J'étais venu car j'adore Pacifiction, c'est un de mes films préférés. D'ailleurs, moi je m'attendais quand même à un documentaire, je vais dire ça honnêtement, plutôt critique sur un sport, je ne peux même pas appeler ça un sport, une tradition que moi je trouve affreuse, qui est illégale dans la plupart des pays quand même. Et même en Espagne, il y a une grande portion de la population qui sont contre, il y a plein d'organisations qui luttent contre ça, mais vous, dans le documentaire, vous ignorez complètement cette réalité, que en fait il y a beaucoup de gens qui sont contre ça, et vous disiez au début, peut-être vous verriez quelque chose que vous détestiez, mais peut-être après le film vous allez aimer, et pour moi c'était pas du tout le cas, même au contraire, moi je déteste encore plus qu'avant, et moi je trouve que je comprends pas pourquoi vous avez décidé de montrer ça vous ne l'avez pas montré d'une version neutre, vous l'avez montré, quand même on voit que vous les admirez quand même, dans certains plans, c'est pas du tout neutre, et moi je me demande pourquoi vous avez décidé de montrer ça tellement... pourquoi vous ignorez qu'il y a plein de gens qui trouvent ça affreux, notamment moi. Voilà, car moi je trouve ça, à vrai dire, moi je trouve ça même honteux presque. Voilà, pardon de le dire. Et merci quand même. Pacifiction, après j'ai adoré. Merci. Écoutez, je ne sais pas quoi dire. Je ne fais pas un film et je ne commence pas à réfléchir ce que les gens en pensent, ou ce que les gens vont penser du sujet, ou ce que les gens en pensent avant pour décider de faire ou pas faire un film. Ce n'est pas une bonne raison pour un réalisateur, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas un sujet de ne pas faire les films. C'est absurde, c'est-à-dire c'est vous, c'est la censure qui décide si vous faites un film ou pas. Non, c'est moi qui décide. Et je l'ai fait parce que j'étais curieux. Et évidemment, vous avez raison, j'étais curieux en positif. Oui. Parce que si on dit 50%, j'étais 55% en positif fasciné. 45% non, ça m'en foutait complètement. Mais 55, oui, parce que je ne perds pas mon temps pour faire quelque chose en négatif. Je suis déjà âgé, et pour faire un film, pour critiquer quelque chose, non, moi je ne vais pas perdre mon temps. Je préfère me concentrer sur les choses que j'admire, ou que j'ai une légère curiosité et fascination. Et là, c'est vrai, il y avait une légère curiosité, ou quelqu'un qui supérait les 50%, parce que sinon je ne l'aurais pas fait. Mais ce que je trouverais après, si ça serait intéressant ou pas, si ça serait des méchants, si ça serait, je ne sais pas, très cruel ou pas très cruel, ça c'était pas... Je voulais placer les caméras, d'abord pour voir à l'image qu'est-ce que ça donnait, non en soi-même. Moi je suis, même si le film c'est un documentaire, l'idée c'est que aller au-delà du documentaire. Si, tu sais, ça, c'est, comment dire, oui, il y a une base honnête, je dirais que assez équilibré, de grader tous les éléments et les équilibrer. À partir d'ici, c'est de l'arbitraire.
Et oui, je peux me permettre le luxe d'être arbitraire, même avec ce sujet, et ignorer tous ces gens-là, et tu sais, fais ce que je veux. C'est ça. Il n'y a pas d'autres raisons. Parce que là, c'est de l'arbitraire. On ne va pas répondre à une question. Et on peut faire des films sur la beauté, je ne sais pas, des choses qui sont injustes, ou des choses qui sont tristes, ou des choses qui sont même abjectes. Et la littérature française, en France, vous avez la plus grande tradition de l'histoire, précisément d'essayer d'approfondir et chercher la beauté de certaines formes d'abjection. Parce qu'il y a un côté subversif, parce qu'il y a un côté spirituel, je ne sais pas. On ne va pas discuter ici, mais je ne dois pas faire un film pour écouter les avis du public. Avant de le faire. Monsieur Lao. Oui, bonsoir, bravo, merci pour le film. La question, enfin j'ai deux questions, c'est qu'est-ce que vous aurez appris avec ce film en le faisant, puisque c'est pas une fiction, c'est un docu, donc qu'est-ce que ça vous aura appris et en quoi ça va avoir un impact, ça va changer votre manière de faire du cinéma sur l'avenir? Qu'est-ce que vous en tirerez comme, je sais pas. Il y avait quelque chose dans l'absence totale de direction des acteurs qui était intéressant. Moi, j'étais déjà toujours dans ce côté-là. J'essayais d'intervenir le moins possible, mais sans intervenir, j'arrivais à créer la sensation de fiction. Non? Et ça, c'était très important, et j'arrivais à plus ou moins maîtriser, avec un peu de chance aussi, mais non, de créer cette forte sensation d'artifice et d'organicité en même temps. Des atmosphères impossibles dans la fiction, que c'était la personne d'avant. Oui, c'est comme des atmosphères presque impossibles, mais hyper organiques en même temps. Et tu y crois, et c'est absurde, et c'est artificiel, mais tu y crois. Et là, j'ai vu, et même sans rien faire, si tu es très attentif, et tu sais, tu es un peu talentueux avec le montage, et le montage, comment dire, répond à une espèce d'intuition de ce qu'ils sont les images, et où les images ils vont réverbérer. Non, comme une image qui apparemment n'était pas intéressante, si tu la mets à côté de l'autre, il y a déjà l'intuition que ça va créer quelque chose. Là, ça j'ai compris avec ce film, parce que mon intervention c'était nul. Et on a monté ce film avec le directeur de photographie. Non? Ça c'est très intéressant. Pour le film d'avant aussi, on était trop monté avant. Mais j'ai compris que dans le cinéma contemporain, c'est ça, sans pour les images qu'on est en train de filmer sans rien toucher, rien préparer, simplement non, avec la pression psychologique de chercher une image cinéma, si tu sais comment le faire, ça, c'est presque déjà un film fiction. Mais il faut que tu sois déjà, que tu comprennes tout à travers du montage. C'est pour ça que j'ai dit récemment, pas comme provocation, parce que je pense que c'est vrai, qu'un directeur de photographie aujourd'hui qui ne monte pas, pour moi c'est nul. C'est complètement obsolète, ça. Non, vraiment, j'y pense, j'y crois, sincèrement. Pour faire quoi? La lumière, tout ça, c'est faire l'intelligence artificielle, je l'ai fait en 5 minutes, ça. Je transforme tout en 5 minutes. Tu ne dois même rien faire, tu le dis, tu le parles à l'ordinateur et tu le fais. Alors, le cinéma contemporain, c'est-à-dire les images qui vont vraiment réverbérer d'une façon, qui sait générer des sensations qui sont complètement impossibles de maîtriser pour une machine ou pour des gens qui ne comprennent pas, ça, c'est que, tu sais, quand cette interaction entre l'image déjà dans la tête du montage et, au contraire, parce que ça pourrait arriver à penser, non, tu es déjà en train de contrôler l'image dans le tournage. Non, c'est tout le contraire. Précisément, tu la laisses complètement libre et tu te mets l'attention à toi-même. Et c'est moi que, comme vous ici dans la salle, c'est moi qui je suis tensionné. C'est pas l'image elle va tranquille. Mais je suis tensionné parce que j'essaie d'une certaine façon l'influencer sans pouvoir la toucher. Et c'est comme ça, avec cette tension, que j'arrive à comprendre mieux. Et les caméras aussi, eux, ils sont plutôt focalisés dans les côtés plastiques, non? Ils sont très concentrés sur ça.
mais moi, c'est un peu plus ouvert. Mais aussi, dans les côtés plastiques, si tu n'es pas vraiment dans les montages, qui a compris comment les images sont générées aujourd'hui, tu ne comprends rien. Et surtout avec des images hétérogènes, avec des images de qualité, on pourrait dire, non captées pour les gens qui savent qu'est-ce qu'ils font. Plus ou moins, évidemment, on ne sait rien de ce qu'ils font, on cherche tout le temps, mais là, il y a... Et c'est ça. Pour moi, c'est ça. Je ne sais pas, après je pense, mais ça existe parce qu'on était chanceux. Parce que les toreros, ok, je l'avais choisi. Et ça avait l'air d'être intéressant et photogénique. Non, et qui donnerait quelque chose. Mais la quadrille, on avait tourné un autre torero. Et la quadrille de l'autre torero, pas tout le temps, mais on avait tourné plusieurs corridas, était très sympa, j'aimais beaucoup, des visages très intéressants, mais il ne disait rien. Et par hasard, la quadrille de mon torero, c'est la quadrille qui avait toute cette toutes ces phrases sans fond de folie. L'autre, c'était des gens très sympas, très bien, mais ne disaient rien, ou presque rien. Et après, tu dis, c'est moi qui comprends les images ou c'est la chance? Parce qu'après, tu dis, ça c'est la chance, parce que pourquoi ce type? Mais je ne sais pas, peut-être c'est connecté, ou peut-être c'était nous avec notre pression psychologique qui les rendait fous. Non, comme s'ils mettent une espèce de vibration dans l'air et commencent à les faire désactiver et dire des bêtises. Non, je ne sais pas. Parce que je trouve aucune autre explication. Et on était là dans les montagnes, on regardait les images avec les autres personnages et tout ça, on disait, pourtant, si on n'aurait eu que ça, on n'aurait pas de film. Non, et le film existe grâce à cette combinaison d'éléments hétérogènes que je ne sais pas exactement d'où ils sortent, mais je sais qu'on commence à savoir les identifier très tôt. Ou même les créer, je ne sais pas. Ici, pardon, alors, il y a quelqu'un là-haut, et après, ça sera là au 1, 2, 3, 4, 5e rang. Bonsoir, merci pour ce film. Je suis venue, non pas pour la tauromachie, parce que c'est pas quelque chose que j'affectionne, et je comprends la critique qui a été faite, mais j'aime beaucoup votre travail, et je trouve que les images sont pleines d'émotions, et que ça nous met sur une brèche entre l'adhésion et le rejet, et c'est très perturbant et c'est assez rare, donc merci pour ça. Et je voulais savoir comment on traite 800 heures de rush. Merci. Bon, jusqu'à maintenant j'étais un peu modeste, mais maintenant peut-être non. On traite 800 heures de rush sur la pacification qu'il y avait 540. Tu sais, là, on était deux monteurs, on a monté le film 7 jours par semaine pendant 7 mois. On était chanceux, qu'on a limité les arènes, que c'était pas avec les taureaux grands, c'était des images des autres toreros, tout ça. Bon, le matériel de travail réel, finalement, a été réduit rapidement à 400 heures, 340, 400 heures, 350, 400 heures. Bon, c'est déjà la moitié, un peu moins de la moitié. Mais même avec ça, c'est tout monter dans la même salle du montage, dans le même espace, avec plus d'unités séparées, c'était 7 mois, 7 jours par semaine. On n'a fait jamais, on n'a arrêté jamais. Bon, c'est ça, on a traité comme ça. Pacifiction, on était 3 monteurs, on avait 540 heures, plus, parce que, non, sans la réduction, 540 heures, on était 3 monteurs, 9 mois, dans la même maison, 3 unités séparées, à Marseille. On mangeait tous les soirs à même resto, à 50 mètres de la porte de la maison. Il y avait un jour qui était fermé, on avait trouvé un autre resto à côté, un jour par semaine. Et pendant le déjeuner, moi je ne déjeunais pas, mais les autres prenaient quelque chose au supermarché qui était à côté aussi. Et on a fait que ça, 7 jours par semaine pendant 9 mois. Très simple, on gère les choses comme ça. Il n'y a aucun autre réalisateur dans le monde, zéro, qui fait un montage de 9 mois, 3 personnes avec des unités séparées, 7 jours par semaine. Zéro.
ni Wang Bing, ni personne. Bon, il ne fait pas beaucoup de montage. Mais non, ça c'est vrai, zéro. Parce que tout le monde a une famille, ou les copains, ou les amis, ou les frères, je vais aller en vacances, je vais aller les écoles, les enfants, la grand-mère, je ne sais pas, il faut gagner de l'argent, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et en plus, une des monteurs, c'est le directeur de photographie. Tu dois te le dire, un directeur de photographie qui avait passé 9 mois en train de monter un film enfermé dans une maison 7 jours par semaine. Pardon. Directeurs de photographie qui sont les mercenaires, tu sais, les plus pénibles de l'industrie. Tu sais, ce qu'il veut, c'est aller dans un autre film tout de suite et gagner beaucoup d'argent l'une après l'autre. Alors personne ne fait ça. À un niveau, je ne sais pas, probablement il y a des gens qui font des choses expérimentales, des documentaristes, je ne sais pas, ici et là, je ne sais pas quoi, que peut-être il y a des gens qui ont arrivé à faire quelque chose de similaire. Mais à un niveau des films fiction, plus ou moins, comme ça, qui sont dans, non, dans des, je ne sais pas, qui sont dans salle et qui sont dans une ambiance normale, moi je dirais que zéro. Alors, monsieur ici, et après, ça sera. Allez-y. Sí, hola, buenas noches. Y mi pregunta es sobre la imagen de este dorador, especialmente porque en esta película hemos visto, bueno, ustedes repetidamente nos presentaba, bueno, como Roca Rey Aragó el Doro. Y su tamaño de materiales es casi 800 horas. Y en esta parte sí hay otros contenidos sobre sus pensamientos, sobre su carrera profesional como toreador, porque en este documental solo presentaba sus comportamientos en el toreo, y eso es. Y sí hay además contenidos sobre sus como vida privada, etcétera, etcétera. Gracias. Est-ce que vous voulez bien résumer votre question en français pour les quelques si je voulais tourner dans la vie qu'il y a, que des moments-là où pourquoi il n'y a pas des autres images sur sa vie privée, sur sa carrière précédente, etc. Non, parce que je sais pas, c'est imposé ce système. Moi, je le voulais tourner déjà habillé comme torero. Ça me donnait l'idée que là, il y avait quelque chose de plus fort dans la vie quotidienne. Non, je n'étais pas intéressé, c'est ça. Habillé comme torero, c'est très simple, c'est très limité. Sa vie, c'est la chambre. Il va à la haine, c'est la voiture. Il va à la haine, c'est la haine, voiture, chambre. C'est ça qu'il est habillé comme torero. Alors, je me suis limité à ça, j'ai pensé que ça serait plus intéressant, et je ne sais pas, c'était arbitraire aussi. Mais si tu parles de ce qu'il a déjà fait, tout ça, ce sont des informations, ce sont des choses qui existent déjà. Ce qu'on va avoir là, c'est un excès inédit. Personne n'a jamais rentré, très peu de personnes, vraiment dans des circonstances graves, comme aller à faire une corrida à Las Ventas, tout ça. Ils les ont permis de rentrer dans la chambre de torero qui va faire une corrida à Las Ventas ou à Séville. Je dirais que très peu, ou zéro peut-être. Alors, ça c'était beaucoup plus important. Et en plus, on sentait que la vie quotidienne, ça n'a aucun intérêt. Moi, je voyais, quand il s'est déshabillé, pour lui, ça commence la journée de travail. Oh, maintenant, c'est en train de déshabiller, il dit, maintenant, c'était subversif, ça, parce que, il dit, maintenant, il faut aller travailler, il faut aller au resto, il faut aller avec la famille, il faut, je ne sais pas, aller au cinéma. Ça, c'est bon, on va commencer les journées de travail. C'était à l'inverse. Et on sentait ça. Et c'est pour ça que beaucoup de grands toreros, quand ils ont arrêté, soit ils se sont suicidés, soit ils ont fini avec beaucoup de problèmes psychologiques, ils ont géré de façon différente, mais toujours avec des problèmes graves, la plupart. Parce que, qu'est-ce que tu fais? Après, tu sais, c'est le contraire, parce que les gens, quand ils vont à la retraite, et après, théoriquement, ils font ce qu'ils veulent. Et là, non, ils vont à la retraite, et ils doivent travailler éternellement.
Donc la retraite symbolique pour eux, c'est commencer le travail éternel du quotidien. Et aller chaque jour à travailler. Et là, c'était vraiment subversif ça, parce qu'on sentait clairement ça. Je connaissais des autres temples, évidemment, mais là, c'était fort. Monsieur. Bonsoir. En regardant le film, comment dire, je me suis dit quelles questions je vais pouvoir lui poser, parce que voilà, tout le long du visionnage, je m'interrogeais sur plein de choses, et je ne pensais pas voilà, subir un tel excès de violence en fait. Donc voilà, j'ai été un peu révolté parce que voilà, j'étais pas prêt. Mais bon, finalement, passons. Voilà, je ne vais pas vous poser de questions sur ça, mais sur autre chose. Pourquoi avez-vous tenu à filmer le toréador? Je veux dire, la caméra s'attarde énormément sur lui et pas sur le taureau. Mais je veux dire, dans l'arène, ils sont quand même deux. Mais c'est quand même le toréador que vous filmez très majoritairement. Voilà. Bon, je sais pas. Je pense qu'il y a presque dans tous les plans, plus ou moins, il y a les toréadors qui se croisent. Je sais pas, il n'y a pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous le filmez aussi en dehors de l'arène. Donc on a quand même vachement plus accès à son intériorité que celle du taureau. Et donc, quelque part, le public peut prendre point de vue. Oui, parce que je ne suis pas très intéressé à l'intériorité du taureau. Ok. Il y a des gens qui disent aussi disent ah, mais le taureau est là. Je dis oui, il va mourir. Je dis tous les gens vont mourir, tous nous on va mourir aussi. Une personne du public qui me dit mais oui, mais lui il n'a pas choisi de mourir là. Il n'a pas demandé. Et je dis oui, si on l'aurait demandé, il n'aurait pas répondu non plus. Qu'est-ce que je peux dire? Je ne vais pas chercher une caméra pour chercher l'intériorité du taureau. Mais esthétiquement, ça aurait pu être intéressant. Puisque vous êtes dans une recherche esthétique. Il y a déjà pas mal de plans. Mais... Bon voilà. Merci. Alors on va prendre une toute dernière question, cette madame 5 ans derrière. Allez. Oui, bonsoir, merci. C'est un monde assez... ça fait bizarre de parler avec le micro, pardon. C'est un monde assez masculin et normalement ça ne me touche pas du tout. Mais dans le film, j'ai ressenti un peu un sentiment d'étouffement parfois, parce que c'est vrai qu'on voit jamais des femmes. Et il y a ce plan où à un certain moment, il y a une femme qui apparaît et lui dit bonne chance. Et voilà, donc je m'interrogeais un peu sur le choix de ce plan. Et est-ce que si réellement il y avait aucune autre femme, ou c'était un choix que vous avez fait, mais j'imagine que quand même c'est assez réaliste. Et j'avais aussi une autre interrogation, parce qu'au tout début vous avez dit que voilà, vous l'avez choisi un petit peu aussi l'acteur principal parce que il dégageait quelque chose de mystérieux et qui vous interrogeait. Est-ce qu'en le filmant autant et après avoir revisionné 900 heures de lui, vous en avez compris un peu plus ou pas du tout? Ouais. Par rapport à les femmes, je ne sais pas, c'est la corrida, c'est comme ça. Parfois, il y avait des femmes là qui vont les saluer, comme voilà, mais il y a très peu, mais il y a là. À partir des quadrilles, avant qu'ils rentrent, il y a des gens qui veulent les toucher, donner bonne chance, etc. Mais c'est assez rare, mais il y a là, oui. Mais bon, il y a une majorité d'hommes, et à des autres lieux, on ne voit pas beaucoup. C'est majoritairement, je ne sais pas, tu filmes ce qu'il y a. Après, avec les gens questions, c'était... Est-ce qu'à force de le filmer, de regarder les heures, vous avez un peu mieux compris? C'est très étrange, lui. C'est très étrange. Parfois, tu as la sensation qu'il est très transparent. Et qu'il est tellement transparent qu'il n'y a rien. Qu'il est vide. Que tu pourrais le croiser. Et parfois, non. Parfois, il est très opaque. Il y a comme une force, une résistance d'opacité. Je sais pas, en tout cas, il est très souverain. Il est très, comment dire, il a une maîtrise de la mise en scène de lui-même.
dans l'ADN. Il est connu pour ça aussi, qu'il est toujours en tension, jamais dans les quotidiennes, qui génère, tu sais, une tension autour, une attention et une tension. Et moi, j'ai aimé. Mais il est très courageux, il est toujours dans les contrôles. Ça, dans les images, peut-être, c'était la chose la plus remarquable. Il n'est jamais téméraire, malgré qu'il est connu pour être le plus courageux de tous les taureaux. Il y a des autres taureaux qui sont téméraires et qui sont de troisième catégorie. Ils n'ont arrivé jamais à être une star. Précisément pour ça, et les images, on sentait ça tout le temps. C'est une caractéristique assez importante. Il va toujours aux limites, sans aller jamais au-delà et devenir téméraire. Et ça me faisait penser tout le temps, toutes les images. Ça me faisait penser à une très belle phrase du cardinal de Retz, l'écrivain français, qui disait « L'audace consiste à distinguer entre l'impossible, l'extraordinaire de l'impossible ». Et lui, il est là. Il est toujours dans cette tension de faire l'extraordinaire et d'être au maximum de courage, sans jamais être téméraire et perdre. Il est un gagnant, il veut être un vainqueur, il ne veut pas perdre, il n'est pas un loser. Il ne se relâche pas, il ne se laisse pas tomber ni un seul moment dans les côtés téméraires. Et ça, c'est peut-être la caractéristique dans les images qu'on sentait plus fortement tout le temps, dans cette contrôle. Évidemment, c'est lié un peu au courage, ou à l'engagement. Ça, c'était parce que lui, il est connu aussi pour ça. N'importe quelle circonstance, quel taureau, tu sais, il est dit d'ailleurs, quand il part dans le quadrille, il dit le bon taureau, il le passe, et le meilleur des taureaux, il les a toujours ici. Non, ça veut dire que les taureaux qui ne sont pas aptes pour faire des versus, même avec ça, tu sais, ils risquent plus. Mais jamais trop. Et dans ce contrôle, on peut apprendre de ça. Parce que même comme réalisateur, chacun dans sa profession, de risquer au maximum, mais sans se perdre. Il est encore vivant. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Pour ton prodigieux film et demain dans toute la presse que je collabore, je vais écrire un long article parce que je ne suis pas quelque chose de spécial à te dire. Que vimos ayer una imagen que estabas en el callejón enseguida y una imagen tuya buenísima en una corrida que nos hicieron. Sí, yo he ido mucho a los corridos y esto me ha iluminado. Y sobre todo el título, ya te diré. Escribe algo en algún sitio bueno. Prodigié. Je suis bouleversé pour ce prodigieux film, qui est un film uniquement poétique. Gracias, Fernando. Merci. Nos vemos. Quedamos un día que te llamo a la semana, dentro de la semana, de 10 semanas. La otra.